L'ambiance est joyeuse en ce 9 juillet 1934. Une foule d'officiels, accompagnés de leurs épouses, se pressent pour célébrer l'achèvement des travaux du chemin de fer Congo-Océan qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, sur la côte atlantique. Pour la France, le rêve devient réalité. La voie de communication permettra l'acheminement des richesses naturelles de ces colonies vers la métropole. Lors de l'inauguration, le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française offre un magnifique album de photos aux invités européens. L'ouvrage met en valeur la construction de 512 km de voies ferrées dans une nature hostile qui doit sa réussite au savoir-faire des ingénieurs et des bâtisseurs français. Une aventure coloniale qualifiée de civilisatrice. Le livre, en revanche, passe sous silence la déportation massive, le travail forcé et la perte de milliers de vies humaines, celle des travailleurs africains. Particulièrement meurtrier, le chantier du Congo-Océan révèle à lui seul la puissance dévastatrice du système colonial. Ouais. Je me retrouve. Gare du kilomètre 100, c'est juste là. Le chemin de fer, il a été construit, c'est pour évacuer tous les produits que le colon trouvait dans ces pays colonisés, évacués en Europe. Le caoutchouc, le bois, tout ce qu'il trouvait comme mine, voilà, il faut les transporter vers la France. Voilà. Ce chemin de fer n'est pas construit pour les Congolais, en fait. Il est construit pour vous. Voilà. L'histoire commence dans les années 1870, lorsque l'appétit des puissances européennes est stimulé par la découverte de richesses à l'intérieur du continent africain. Dans un discours sur l'Afrique prononcé en 1879, lors des 30 ans de l'abolition de l'esclavage, Victor Hugo déclare « Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui ? À personne. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. » Commence alors autour du fleuve Congo une véritable course entre puissances européennes. Envoyé par la France, l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza accède le premier à la rive droite du fleuve Congo. Il plante le drapeau français dans le petit village de Ntamo, qui portera ensuite son nom, Brazzaville. Présenté comme un pacifiste qui conquiert les peuples pour les libérer et leur apporter la civilisation, il incarne le nouvel idéal de la nation. Comme il le dit lui-même, ceux qui touchent notre drapeau sont des hommes libres. À la même époque, œuvrant pour le compte du roi des Belges Léopold II, le journaliste et photographe Henry Morton Stanley plante le drapeau belge sur la rive opposée du fleuve, pour fonder Léopoldville, qui deviendra Kinshasa. La concurrence autour du bassin du Congo entre le roi des Belges, la France et enfin le Portugal, qui revendique une souveraineté sur ce même territoire, provoque une crise sans précédent. En 1885, une conférence est donc organisée à Berlin pour résoudre cette tripartition de l'Afrique équatoriale. Les grandes puissances européennes ainsi que les États-Unis vont, sans qu'aucun représentant africain ne soit convié à leur table, diviser et partager entre eux tout un continent.
Au terme de la conférence, une vaste région de 2 500 000 km² est attribuée à la France. À la fin du XIXe siècle, le temps de l'exploration s'achève. Vient alors le temps de l'exploitation. On identifie les ressources naturelles à exporter. Coton, café, cacao, bois précieux, ivoire et caoutchouc. La Troisième République de Jules Ferry veut bâtir un empire colonial, mais les caisses de l'État sont vides. Le gouvernement ne peut pas investir dans ces contrées lointaines. En 1899, il a alors l'idée de diviser la plus grande partie du territoire en 40 énormes concessions qu'il confie à des sociétés privées. Chaque concessionnaire a charge d'assurer le bon développement économique de sa concession. En contrepartie, l'État leur confère le monopole de l'exploitation des produits du sol, mais aussi l'autorisation de disposer comme bon leur semble des hommes, des femmes et des enfants vivant sur leur territoire. Or, si la France veut profiter de ces ressources, il faut trouver le moyen de les exporter vers la métropole. Sur cet immense territoire, d'une superficie équivalente à 5 fois celle de la France, il s'agit de faire descendre les richesses prélevées au Tchad, en Oubangui-Chari, future République centrafricaine, et au Moyen-Congo, jusqu'à Brazzaville, puis de les acheminer vers la côte pour les expédier vers l'Europe. L'idée maîtresse est de se servir du Moyen-Congo comme d'un pays transit. Mais de Brazzaville jusqu'à son embouchure, le fleuve n'est pas praticable. Il manque encore l'essentiel, une voie ferrée. Il fallait un chemin de fer. Il fallait un chemin de fer. Surtout que de l'autre côté du fleuve, les Belges avaient déjà leur chemin de fer. Ils avaient déjà leur chemin de fer, donc eux, les Français se sont dit, mais nous, il faut qu'on ait un chemin de fer. Dès 1890, les Belges, sur l'autre rive du fleuve, ont pris une avance décisive en entreprenant la construction d'un premier tronçon ferré entre Léopoldville et le port de Matadi. Achevée en 1898, toutes les exportations de l'Afrique équatoriale française passent par cette voie ferrée, pour un prix exorbitant. Les gisements de cobalt, d'argent et de cuivre, découverts au Congo belge, attisent encore plus l'intérêt des concessionnaires français pour l'exploitation de leur territoire. La tension est à son comble. Alors que le train belge roule à plein régime, les Français discutent et tergiversent pendant plus de 10 ans. On cherche le tracé idéal, le lieu adéquat où aménager le port. Chaque concessionnaire fait pression pour que la voie ferrée desserve sa concession. Finalement, en 1910, la société de construction des Batignolles est chargée d'établir un avant-projet de voie ferrée. Elle envoie sur place 4 ingénieurs pour effectuer les premières études techniques. Tout paraît limpide sur le papier. Les difficultés, dit-on, ne se concentrent que sur les 100 km de la traversée du massif du Mayombe, planté d'une forêt dense et inhospitalière. Le coût total de ce projet pharaonique est estimé alors à 95 millions de francs.
l'administration de l'Afrique équatoriale française ne peut financer à elle seule ce projet et bataille longtemps avec Paris pour obtenir enfin un emprunt en juillet 1914. 3 semaines plus tard, la guerre éclate en Europe. Le projet de construction est suspendu. Après la Première Guerre mondiale, les concessionnaires privés de l'Afrique équatoriale redoutent que le projet de voie ferrée ne soit enterré. C'est alors qu'en 1921, Victor Augagneur, fraîchement nommé gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, tranche dans le vif et décide d'attaquer sans attendre davantage la construction de la voie ferrée. Malgré une grande impréparation, en février 1921, à Brazzaville, l'honneur de donner le premier coup de pioche revient à l'épouse de Victor Augagneur. Son mari fait un discours dans lequel il concède à ses détracteurs que l'usage voudrait qu'on ne se lance pas dans semblables projets sans plan précis. Mais, ajoute-t-il, c'est un travers de l'esprit français de chercher les meilleures pentes, les meilleures courbes. Je le répète, il faut voir et agir vite. « 40 ans après les vœux de Pierre Savorgnan de Brazza, la construction du chemin de fer était en marche. Pour aller où exactement? Et comment? L'important n'était-il pas de se lancer enfin? Alors qu'émerge la voie ferrée à Brazzaville, en 1922, le ministre des colonies missionne la Société de construction des Batignolles pour réaliser la section côtière, de Pointe-Noire vers Brazzaville. Elle va être responsable de la construction du tronçon le plus difficile, les 100 km qui traversent le massif du Mayombe. C'est un accord très avantageux pour la Société des Batignolles. Elle facture le montant de ses dépenses à l'Afrique équatoriale française, qui les lui rembourse, avec une majoration de 20%. La société s'engage à achever les travaux en 6 ans et demi. En contrepartie, le gouvernement doit fournir le personnel, jusqu'à concurrence de 8000 hommes. De part et d'autre de la ligne, il faut préparer le terrain, débroussailler, abattre et débiter tous les arbres, puis dessoucher. Vient ensuite la pose de voies de service, l'extraction de la terre, la construction des remblais, le terrassement des plateformes. Il faut construire des kilomètres de murs, poser des buses et des dallots pour l'écoulement des pluies, édifier les ouvrages d'art. Enfin seulement, ballast et traverses peuvent être mis en place. Par rapport à la construction, il y a eu le père de mon père. Avant qu'il aille aux travaux publics, il avait d'abord commencé par la voie ferrée. Il s'appelait Lumbu Joseph. À partir de 1921, quand le chemin de fer a commencé par recruter les gens, et les gens progressaient de venir ici. Et c'est ce qui a fait que, comme on avait construit et la voie carrossable, la route nationale numéro 1, et le chemin de fer, c'est ce qui a fait que tout ce qui se trouvait dans les fins fonds de nos forêts se sont rapprochés ici. Pour mener ce chantier colossal, le gouverneur général Augagneur croit pouvoir trouver les effectifs suffisants dans les circonscriptions traversées par la voie. L'expérience montre vite que ces prévisions ne sont pas réalistes. Rapidement, le recrutement va devenir l'énorme caillou dans la chaussure de l'administration. Il y a un objectif qui était fixé, il fallait l'atteindre. Bon,
Les anciens aussi, dans les villages, lorsque nous étions des enfants, nous parlaient de ce chemin de fer-là. Qu'on venait arrêter même les gens dans les villages. Il fallait les prendre de force. On a demandé aux miliciens d'aller attraper ces populations qui sont là-dedans pour venir travailler. C'était une obligation. Donc dès qu'on vous attrape, on vous amène ici. Vous êtes derrière les militaires. Vous êtes obligés de travailler. Et les miliciens, ce n'étaient pas des personnes de couleur comme vous, madame, mais c'était des Africains comme nous, mais qui malmenaient leurs propres parents. Les administrateurs coloniaux s'entourent de miliciens africains pour recruter. Des hommes et des femmes sont arrachés à leur vie. Ils sont contraints de signer des contrats d'1 ou 2 ans, le plus souvent en ignorant le contenu des 10 contrats, et seront sous-rémunérés. La République française applique au chantier du Congo-Océan le système généralisé du travail forcé. Pour travailler, on ne force pas les gens. C'est ça le vrai problème. Moi, quand je suis venu travailler au chemin de fer, moi, je suis venu solliciter. C'est pas m'arrêter et puis aller travailler. Ça, c'est des travaux forcés. Une grande partie des travailleurs n'est même pas rémunérée. L'État français a mis en place dans ses colonies un impôt par le travail pour construire les routes ou autres infrastructures. Les hommes et les femmes sont donc contraints de travailler gratuitement 5 à 10 jours par an. Sur le chantier du Congo-Océan, ces 5 à 10 jours de travail forcé par an vont rapidement se transformer en 15 jours par mois. Mes grands-pères ont travaillé sur la construction. 15 jours de travaux. 15 jours rotatifs. Et à cette époque-là, comme c'était gratuit, ils n'étaient pas payés. Ils avaient seulement la ration. Ils viennent travailler vous travailler vos 15 jours, on vous lâche pour aller s'occuper de vos travaux champêtres. Et parfois, ils prennent la fuite, parce que c'était des travaux forcés, c'était pénible. Bon, j'ai rencontré un ancien travailleur, il m'a dit qu'à l'époque, mes enfants, nous, on a souffert pour travailler. On a souffert. C'était la mer à boire. Et c'était peinant. Donc, ce chemin de fer-là que vous travaillez, on a souffert. C'est ce qu'il m'a dit. Sur les chantiers, les kapitas, à savoir les surveillants africains, n'hésitent pas à avoir recours à la chicotte, un fouet en lanière de cuir tressé pour rappeler les travailleurs à l'ordre. C'était le calvaire, c'était difficile. C'était que le travail, c'était la chicotte. Ils ne mangeaient pas assez, ils ne mangeaient pas à leur faim. Ben, ils étaient là, ils devaient travailler. Ils devaient travailler. Il y a des gens qui n'étaient pas forts, qui mouraient à côté. Il y a des gens qui n'étaient pas forts, qui tombaient malades. Déjà, c'était compliqué. Survivre, c'était compliqué. L'administration coloniale recrute aussi des femmes pour prendre en charge l'entretien des camps et l'approvisionnement en nourriture des chantiers.
nourriture qui fait cruellement défaut. Totalement dépassée par l'ampleur du chantier, l'administration n'arrive pas à fournir en quantité nécessaire les denrées alimentaires. Un rapport de mai 1924 signale la venue d'un docteur Levet, missionné pour une inspection sanitaire. Son compte-rendu est alarmant. J'estime qu'il est dangereux d'exiger des travailleurs du chemin de fer la somme de travail qu'ils fournissent si l'on ne les nourrit pas davantage. J'ai eu l'occasion de voir de misérables faméliques se traîner à la visite dans un état de déchéance physique lamentable qui relevait sans conteste d'une insuffisance de la ration. Dans une logique productiviste, le médecin explique que la faim génère la maladie et que la maladie signifie un rendement inférieur de travail. Le directeur de la Société des Batignolles, Marcel Rouberol, rappelle à l'ordre le gouverneur général sur son obligation de ravitailler les chantiers. Le message est clair. Si le manque de nourriture ralentit la progression de la construction de la voie ferrée, la Société des Batignolles ne pourra pas être tenue pour responsable. C'est dans les archives de la Société de construction, aujourd'hui SPI Batignolles, que sont consignées les rares photographies existantes des ouvriers. Ces deux jeunes gens ont dû poser là, devant l'objectif de la compagnie. La cause de leur maigreur est évidente. Les cadres blancs du chantier ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Convaincus de l'infériorité de l'homme noir, ils parlent de la nonchalance, de la paresse et de l'inefficacité des travailleurs et réclament davantage de main-d'œuvre. Pendant que les ouvriers meurent de faim sur le chantier, le personnel des Batignolles reçoit régulièrement des cargaisons de nourriture et de boissons en provenance d'Europe, qui lui rappellent le goût de la cuisine française. L'administration coloniale n'arrive pas à fournir la main-d'œuvre promise. La région est peu peuplée. Il n'y a que 70 000 hommes pour tout le Moyen-Congo. Ils doivent être répartis entre les concessions, les travaux d'infrastructure et le chantier de la voie ferrée. Les travaux avancent lentement, trop lentement. Les hommes meurent en grand nombre. Les travailleurs tentent de s'enfuir. En 1924, 3 ans après le premier coup de pioche, le tronçon parti de Brazzaville n'est parvenu qu'à 60 km. Quant à celui parti du kilomètre 0 à Pointe-Noire, il n'a atteint que 40 km. Reste encore 412 km. Pendant ce temps, à Paris, une campagne est menée contre la Société de construction des Batignolles. On ne se soucie pas encore des pertes humaines, mais on doute de sa capacité à conduire le projet trop coûteux à son terme. Les travaux sont brusquement suspendus. Comme l'abandon du chemin de fer n'est pas une option, l'administration française prend une décision. Le gouverneur général Augagneur est limogé. C'est alors qu'est nommé, en juillet 1924, celui qui deviendra d'ici peu le gouverneur du Congo-Océan, Raphaël Antonetti. Administrateur colonial de carrière, précédemment gouverneur du Dahomey, du Sénégal et de Côte d'Ivoire, il est aux yeux de la métropole l'homme de la situation. Dès son arrivée, il baptise le chemin de fer le Congo-Océan. Après 25 ans passés sur le continent africain, cet homme autoritaire, proche de la retraite, voit dans la construction de la voie ferrée son champ du cygne.
Son engagement dans le projet va être total. Il lance aussitôt l'inextricable traversée du massif du Mayombe. La construction des 100 km de voies ferrées dans cette jungle va rapidement devenir le symbole de la démesure de ce projet. C'est une région insalubre, note un fonctionnaire, au point que les anciens habitants l'ont désertée. Le personnel européen ainsi que la main-d'œuvre indigène auront beaucoup à souffrir. Le sol marécageux dans ce climat équatorial est un piège meurtrier, dans lequel les hommes s'embourbent et sont happés vers le fond. Sur cette forêt sacrée peuplée de nombreux esprits, les travailleurs africains portent un jugement sans appel. La terre du Mayombe ne veut pas de nous. Michel Romano, un ingénieur des Batignolles, raconte sa reconnaissance en forêt vers le kilomètre 114. La rivière a creusé son lit dans des rochers à pic, et le sommet de ce piton est à 400 mètres au-dessus du cours d'eau. Pour faire un tracé à flanc de coteau, il fallait être rompu à une gymnastique assez sévère et ne pas avoir le vertige. Dans cette zone, j'avançais à pied de 150 à 200 mètres par jour, avec une prudence de tous les instants pour ne pas tomber dans la rivière du haut de la montagne. Ce qui était à craindre arriva un jour de pluie. Le terrain, très glissant sur les roches, ne permit pas à un porteur de l'appareil de topographie de se tenir debout. Il glissa avec le trachéomètre et roula sur les rochers jusqu'au bas de la montagne, dans la Lukula. Nous mîmes 6 heures pour descendre. Nous ne trouvâmes aucune trace de l'indigène qui avait dû être broyé par les rapides. Le service de la main-d'œuvre fut prévenu de cet accident. L'enquête ouverte comme d'usage conclut à la fatalité. Il y avait la barre de mine, il y avait une pioche, il y avait une pelle, il y avait... oui, barre de mine, pioche, pelle, voilà. Et les mains, voilà. Donc, cette voie-là a été travaillée par ces outils rudimentaires. Et ce n'était pas facile. Ils ont creusé des tunnels avec des petits marteaux, et puis bon, c'est arrivé. Voyez, il y a au moins 11 ou 12 tunnels. Ce n'est pas fait électriquement. Voyez, c'est à la main qu'ils ont fait ça. Le travail pouvait, à cette époque, être mécanisé. Mais il était plus économique pour la société des Batignolles de faire travailler ainsi des hommes remplaçables à merci plutôt que d'acheminer difficilement des engins dans la forêt. Dans le Mayombe, il n'y a pas encore de voie de service. Tout le portage se fait donc à dos d'hommes. Dans cette région accidentée, on exige qu'ils portent sur leurs épaules, leur dos ou leur tête non seulement des sacs de nourriture de 20 à 30 kilos, mais aussi des barils de ciment, des rails et des traverses métalliques, sans compter les hommes blancs du chantier.
La Société des Batignolles ne loge ni ne nourrit correctement les porteurs, qui doivent parcourir de longs trajets à pied pour desservir les différents sites de construction. Ce qui les contraint à passer des nuits dehors, sans abri ni couverture. Or, les capitales choisissent les hommes les plus faibles pour le portage, les hommes en meilleure santé étant requis pour les travaux de terrassement et la pose des rails. Pour de nombreux Africains, le portage est pire que la mort. Longtemps défenseur du portage, le gouverneur général finit par inciter la Société des Batignolles à réduire son utilisation aux trajets les plus courts. Celle-ci lui rétorque qu'aucune clause du contrat n'interdit l'usage de porteurs. Les rapports entre la Société de construction des Batignolles et l'administration coloniale se tendent. Son ombrelle au bras, le président des Batignolles, Marcel Roubayrol, se plaint auprès du gouverneur général, Raphaël Antonetti. Il signale qu'avec le nombre de décès, de maladies et de désertions, il y aurait trop de déchets. Alors que l'administration coloniale a été jusqu'à recruter des enfants, le gouverneur général doit désormais fournir aux Batignolles non plus un effectif de 8000 travailleurs jusqu'alors jamais atteint, mais un volant de 12 000 hommes pour pallier les pertes humaines massives. De son bureau de Brazzaville, Antonetti, qui se consacre entièrement au chemin de fer et qui veut le terminer contre vents et marées, va alors prendre une décision lourde de conséquences. Il ordonne d'étendre le recrutement sur l'ensemble de l'Afrique équatoriale française, provoquant ainsi un déplacement de population de grande ampleur. À partir de février 1925, les autorités exigent des levées régulières de milliers d'hommes et si possible de leurs femmes, au nord du Moyen-Congo, en Oubangui-Chari et dans les circonscriptions qui dépendent du Tchad. On cherche des recrues jusqu'aux portes du Sahara, dans le Wadaï, à plus de 2000 km du chantier. Mais l'effroyable réputation du chantier devance les agents recruteurs. On meurt sur le chantier du Congo-Océan, et tous les hommes en âge de travailler sur l'ensemble du territoire de la colonie le savent. Ils rencontrent sur leur chemin des villages désertés. Des scènes de violence éclatent un peu partout. Les milices instituées par les concessionnaires et l'armée régulière interviennent avec les pleins pouvoirs. Bien qu'officiellement le recours à la force et à la violence soit proscrit, Antonetti ne cesse d'exiger de ses administrateurs régionaux le contingent nécessaire. Mon père m'a raconté une histoire terrible. D'ailleurs, il a raconté à toute la famille. Il était parti au fleuve comme d'habitude. Il a mis ses pièges et tôt le matin, il va donc aller regarder ses pièges s'il a eu des poissons. C'est à son retour, après avoir eu beaucoup de poissons, il arrive vers le village. Il entend du bruit, mais il ne comprend rien. Il arrive jusqu'à ce qu'il croise les gens qui viennent vers lui. Avec toute la brutalité, ils prennent ses poissons, ils le jettent de côté, ils le mobilisent. Lui, il se débat, il ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, il avait oublié qu'il y avait le blanc mignon qui venait pour capturer les jeunes. Mais lui, il se battait. Il s'est battu au point où, pour vraiment le mobiliser, il a eu 5 jeunes qui l'ont mobilisé. Et
C'est lorsqu'on le ramène vers le milieu du village, c'est là où il voit tout un rang, les gens alignés, les jeunes, avec des bras tournés vers le derrière, comment on appelle ça, en fait, attachés. On le touche, on le tapote. Et sûrement, le blanc fait comme ça et on dit qu'il doit passer là avec les autres. Et voici comment que l'histoire a commencé. Tandis que dans les colonies d'Afrique équatoriale, on recrute de force et que l'on meurt pour le Congo-Océan, la folie noire déferle au rythme du Charleston dans le Paris des années 20, le Paris des années folles. Depuis la Revue Nègre, Joséphine Baker connaît un immense succès sur la scène des grands music-halls. La métropole coloniale est marquée par la présence d'un monde noir diversifié qui se retrouve au bal nègre de la rue Blomet, de la cabane cubaine ou de la boule blanche. S'y rencontrent aussi bien des penseurs africains qui se prennent à rêver d'indépendance, des tirailleurs sénégalais qui ont troqué leur uniforme contre un bleu de travail, des romanciers noirs de Harlem que des nurses antillaises. Ces bals deviennent les phares des fêtes nocturnes et attirent les artistes blancs. Poètes surréalistes, peintres cubistes ou écrivains tels Miller, Gide ou Aragon, qui viennent y rêver d'un ailleurs. C'est dans cet esprit que le célèbre écrivain André Gide, accompagné de son secrétaire et amant Marc Allégret, décide de partir en Afrique équatoriale en 1925. À travers ce voyage, André Gide espère stimuler sa créativité. Tandis qu'il prend des notes ou poursuit sa collection de papillons, Marc Allégret filme alors ce qui devait être à l'origine un voyage d'agrément. Comme beaucoup de ses contemporains, l'écrivain est convaincu du bien fondé de la colonisation. Mais les belles images des villages et paysages africains qui défilent ne correspondent pas à ce que Gide va petit à petit découvrir. Au sud du Tchad, André Gide est témoin de l'arrivée d'agents recruteurs avec leurs captifs. Il raconte dans Voyage au Congo: « Voici Fort Archambault tenu d'envoyer de nouveau 1000 Saras. » Cette circonscription, l'une des plus vastes et des mieux peuplées de l'Afrique équatoriale, est particulièrement mise à contribution pour la main-d'œuvre indigène. Si Gide ne se rend pas sur le chantier proprement dit, il apprend cependant à quel point la construction du chemin de fer Congo-Océan est, comme il l'écrit, un effroyable consommateur de vies humaines. Lorsqu'il arrive dans la circonscription de Ngoto dans le Bas-Ubangi, un chef local lui raconte les massacres commis par les miliciens de l'administrateur Georges Pacha lors d'opérations de recrutement. Les agents recruteurs africains de l'administration coloniale, rencontrant de plus en plus la résistance des villageois, n'arrivent plus à recruter les quotas demandés. En représailles, loin de toute surveillance, la violence se déchaîne. Horrifié par ce qu'il apprend, André Gide écrit alors au gouverneur pour lui signaler que l'administrateur régional Georges Pacha sème la terreur dans son district et raconte les crimes commis par son sergent Yemba. En cours de route, le sergent Yemba réquisitionna 2 ou 3 hommes dans chaque village traversé et les emmena après les avoir enchaînés. Arrivé à Bodembaré, les sanctions commencèrent. On attacha 12 hommes à des arbres, tandis que le capita du village, un nommé Kobélé, prenait la fuite. Le sergent Yemba et le garde Bonjo tirèrent sur les 12 hommes ligotés et les tuèrent. Il y eut ensuite grand massacre de femmes, que Yemba frappait avec une machette. Puis s'étant emparé de 5 enfants en bas âge, il les enferma dans une case, à laquelle il fit mettre le feu. Il y eut en tout 32 victimes.
André Gide, sans remettre en cause le principe de la colonisation, dénonce cependant dans un courrier à son ami Léon Blum, directeur du journal Le Populaire, les méthodes employées par certains agents locaux de l'administration. Il lui décrit un régime abominable, qui favorise les pires abus, qui ruine un vaste pays, capable de prospérité, qui asservit et exténue tout un peuple. Sa lettre, publiée en juillet 1927, alerte l'opinion publique en France et provoque un scandale politique. La lettre d'André Gide, la publication la même année de son livre « Voyage au Congo » et l'indignation médiatique qu'il suscite incitent le journaliste Albert Londres à se rendre au Congo. Imprégné de la vision paternaliste et raciste de l'Afrique de son époque, Albert Londres découvre à son tour la violence du recrutement et ses conséquences. Il note « Dès qu'un blanc se mettait en route, un même cri se répandait. La machine !» Tous les nègres savaient que le blanc venait chercher des hommes pour le chemin de fer. Ils fuyaient. « Vous-même, disait-il à nos missionnaires, vous nous avez appris qu'il ne fallait pas nous suicider. Or, aller à la machine, c'est courir à la mort. » Nos tirailleurs les attrapaient au vol, au lasso, comme ils pouvaient. On en arriva aux représailles. Des villages entiers furent punis. Des Bakota, des Baya, des Sara, des Banda, des Lissango, des Mabaka, des Luango sont envoyés aux Batignolles. Le supplice des travailleurs jusqu'à la machine ne fait que commencer. Pour éviter leur évasion, les recrues sont enchaînées par le cou. Elles vont parcourir plusieurs centaines de kilomètres, les pieds nus ensanglantés, pendant des jours, des semaines et même des mois. Les hommes et les femmes arrivent amaigris et épuisés au premier point de rassemblement, souvent une grande ville régionale. Ils peuvent y rester cantonnés des semaines dans des camps de fortune. À Bangui, les recrues originaires des territoires du Nord sont chargés sur des bateaux ou des barges pour être transportés à Brazzaville. Le transfert dure en moyenne 2 semaines. Sur ces chalands, prévus pour le transport de marchandises, Albert Londres raconte qu'on parquait les hommes par lots de 300 ou 400, dans le chaland et au-dessus. La chaleur était telle que ceux qui étaient à l'intérieur suffoquaient, alors que ceux qui étaient dessus n'avaient aucune possibilité de prendre appui, ne pouvaient se tenir ni debout ni assis, et il n'était pas rare qu'ils tombent dans le fleuve et se noient. Après des semaines et des mois de transport dans des conditions inhumaines, les détachements en provenance du Nord arrivent à Brazzaville dans un état épouvantable. En janvier 1926, sur un convoi de 446 recrutés, seuls 145 sont arrivés à destination. 109 personnes sont mortes pendant le trajet, 140 ont été hospitalisées et 52 se sont enfuis. Quant aux femmes qui se retrouvaient seules, difficile de savoir si elles repartaient chez elles ou si elles n'avaient d'autre choix que de suivre les derniers rescapés jusqu'au chantier. Démarrent alors de Brazzaville les derniers 400 km vers le Mayombe. Albert Londres rapporte « Sur 10 km, le convoi n'était plus qu'un long serpent blessé, perdant ses anneaux. Les survivants reformaient le troupeau. Ils iraient à pied. On ne comptait qu'avec le temps et non avec la vie. Et le troupeau prenait la brousse, traversait les marigots, gagnait le Mayombe, forêt cruelle. Beaucoup n'arriveront pas à destination. » Ce sont des hommes déracinés, en mauvaise santé, affamés, qui viennent de pays chauds et secs pour travailler dans une forêt suffocante et humide.
Nombre d'entre eux meurent dès les premières semaines de bactéries et d'infections qui leur étaient jusqu'alors inconnues. Les années les plus tragiques correspondent à l'afflux massif de travailleurs recrutés au loin. On comptera plus de 8000 morts entre 1926 et 1928. Pour ceux qui survivent, commence alors le travail sur les chantiers. Nombreux sont ceux qui vont tout faire pour s'enfuir. Mon père est retourné. Il y est retourné. Comment il a fait pour retourner? Parce que à chaque fois que les gens tentaient de fuir, on les rattrapait, on les ramenait. Et c'était compliqué. Donc fuir, c'était difficile. Et je vous dis qu'il a passé 3 mois. 3 mois, les gens de l'époque, ils savaient compter. Hein. Quand il dit 3 mois, je le crois. 3 mois dans la forêt, à cohabiter avec des serpents, à cohabiter avec les animaux. Il était habillé, il s'est fait des costumes, il s'est habillé en feuilles, avec des feuilles. Dès qu'il entendait un bruit, il montait haut sur l'arbre, très haut sur l'arbre, pour observer ce qui se passe. Dès qu'il arrivait devant un village, il ne pouvait pas traverser le milieu de ce village-là. Il se nourrissait que de fruits, que de fruits. Et quand il trouvait un marécage quelconque, il buvait de l'eau, il en profitait pour se laver. Discrètement, il sortait de là, il rhabillait ses feuilles et il continuait sa route. Il a fait 3 mois sur le chemin du retour. Sur les chantiers, les hommes sont terrorisés par les surveillants et contremaîtres blancs, qui ne maîtrisent pas tous très bien le français et hurlent dans un charabia incompréhensible. Ils viennent souvent d'Italie, de Russie, de Grèce, du Portugal, de Pologne et d'ailleurs. Les difficultés de communication engendrent colère et violence. Albert Londres raconte qu'on n'entendait que vociférations et insultes. Ce n'est plus le Congo-Océan, mais le Congo-Babel. Les Kapitas et les miliciens tapaient sur les Saras à tour de bras. Et les Saras, comme par réflexe, tapaient alors sur les rochers. « Sarah, Sarah, allez, allez, Sarah, Sarah !» Le cri m'accompagna un certain temps. Puis la forêt étouffa tout. Ce que voit Albert Londres dans le Mayombe, c'est toute la violence du système colonial. Il condamne dans une lettre adressée au gouvernement l'absurdité à consumer la force de travail. Monsieur le ministre des colonies, j'ai pris à votre intention quelques photographies. Vous ne les trouverez pas dans les films de propagande. J'ai vu construire des chemins de fer. On rencontrait du matériel sur les chantiers. Ici, que du nègre. Le nègre remplaçait la machine, le camion, la grue. Pourquoi pas l'explosif aussi? Les Batignolles n'avaient pour tout matériel qu'un bâton et la tête de 2 nègres. Épuisés, maltraités par les Kapitas, loin de toute surveillance européenne, blessés, amaigris, désolés, les nègres mouraient en masse. D'autres écrivains de passage au Congo, comme René Maran, premier écrivain noir à avoir reçu le prix Goncourt en 1921, avait depuis longtemps dénoncé dans la presse française la violence exercée sur le chantier, tout comme le taux anormalement élevé de mortalité parmi les ouvriers. Mais Maran n'était-il pas lui-même noir? Ces cris d'alarme n'avaient pas eu d'écho dans la capitale. La parution des articles de Londres en 1928 dans Le Petit Parisien, puis de son livre Terre d'ébène, déclenche une véritable onde de choc dans les journaux français et internationaux. À l'Assemblée nationale, Raphaël Antonetti est publiquement traité d'assassin. On reproche aux Batignolles de ne pas utiliser d'outils mécaniques.
le ministre des colonies est conspué et tenu de s'expliquer sur les conditions de travail. Il somme alors Antonetti d'inverser au plus vite la courbe des décès. Inébranlable, le gouverneur général reste sur sa position et rappelle qu'il faut accepter le sacrifice de 6 à 8 000 hommes ou renoncer au chemin de fer. Pendant qu'on s'invective à Paris, la situation se détériore toujours plus au Congo. Plusieurs rapports d'agents recruteurs mentionnent que dans les villages, la révolte gronde. L'un d'eux écrit « Les indigènes, hommes, femmes, enfants, décidés à défendre leur vie plutôt que de se laisser appréhender, avaient gagné la forêt, armés de saguets, fusils, machettes. Le sergent a été mis en joue par un indigène du village Sembe. Le coup, heureusement, n'est pas parti. Dans la terre d'Otsala, pas un homme n'a été recruté. La rébellion est menée par un chef spirituel en Ubangi-Chari qui encourage ses adeptes à refuser le travail pour les concessions, pour les grands travaux d'infrastructure et en particulier pour la construction du Congo-Océan. Le gouverneur général Antonetti minimise auprès de son gouvernement cette révolte, connue sous le nom de la guerre du Congo-Wara. Elle est réprimée par l'armée avec férocité. Malgré la répression, des mouvements anticolonialistes se propagent dans toute l'Afrique équatoriale. Ils rendent le recrutement de la main-d'œuvre encore plus complexe. Le ministre des colonies, fervent partisan du chemin de fer, croit trouver une solution. Pourquoi ne pas recruter des travailleurs en Chine, à plus de 11 000 km de Pointe-Noire? En 1929, 786 Chinois, dont 4 femmes et un garçon de 12 ans, arrivent sur le chantier du Congo-Océan. Malgré les privilèges dont ils bénéficient, campement en dur, vrais lits, cuisine spéciale dont les ingrédients viennent directement de Chine, les travailleurs chinois refusent les conditions de travail inhumaines et se rebellent. On rapatrie les meneurs de la rébellion, on emprisonne les plus dangereux, et la majorité des autres repartent dès la fin de leur contrat de 2 ans. C'est un échec. Depuis le scandale du Congo-Océan, le ministre des colonies dépêche sur les chantiers mission de contrôle sur mission de contrôle. Elles imposent une série de mesures en faveur de la main-d'œuvre. La ration alimentaire devient plus abondante. Les travailleurs reçoivent vêtements, bottes et couvertures. Les conditions sanitaires des camps s'améliorent et de nouvelles structures médicales sont mises en place. Mais surtout, acculée, la société de construction des Batignolles se décide à faire un sérieux effort. Avec l'avancée de la voie ferrée, elle supprime le portage et mécanise les tâches les plus pénibles. Elle envoie pour preuve au ministre des colonies des clichés de bétonnières, pelle à vapeur, tracteurs et marteau-piqueurs. Le gouvernement peut désormais commanditer un film de propagande sur le chantier du Congo-Océan. Avec l'amélioration des conditions de travail, l'hécatombe s'arrête enfin en 1930. Si à Paris le scandale est apaisé,
Sur les 512 km de voies, il reste encore 87 km à construire, dont les 1750 mètres les plus difficiles du tracé, ceux du percement du long tunnel du Bamba. Les ouvriers travaillent jour et nuit, dans une atmosphère humide et chaude, assourdie par le vacarme des marteaux-piqueurs. En 1930, Michel Romano raconte « Les chefs d'équipe dirigent la manœuvre, tandis qu'à leur côté, des colosses Sarah manient la pelle ou poussent les wagonnets de déblais. Et soudain, panne d'électricité, et le bruit effrayant d'une trompe d'eau envahissant le tunnel. Vision dantesque. Alors que la galerie atteint tout juste 236 mètres, une poche d'eau crève, provoquant la rupture des boisages et le glissement d'une vingtaine de mètres cubes de terre. 5 travailleurs africains sont ensevelis, 3 d'entre eux sont tués. Quand la fin du tunnel approche, les 300 hommes présents sur le chantier demandent à ne pas être relevés jusqu'à la mise en service de la voie ferrée. Ils veulent voir la locomotive franchir le tunnel dont ils avaient cru la réalisation impossible. Enfin, le 7 septembre 1933, au terme de 4 ans de travaux titanesques, le mont Bamba est vaincu. Le tunnel le plus long d'Afrique est percé. Un exploit. Après l'enfer du Mayombe, tout va très vite. Le 13 avril 1934, les chantiers se rejoignent à Mubotsi, au point kilométrique 191. La voie ferrée est enfin achevée. Il aura fallu 13 années pour construire seulement 512 km. Le gouverneur général Raphaël Antonetti s'y rend personnellement. Il reste le témoignage de Stéphane Tchichel, alors ouvrier africain du chantier, qui deviendra le premier conducteur noir du Congo-Océan. J'avais 19 ans. Nous étions là, émus d'avoir terminé le chemin de fer. Antonetti est arrivé. Comme à l'habitude, à chaque fois qu'un blanc passait, nous avons présenté les armes. C'étaient nos pioches, pelles et barres à mine. Puis Antonetti serra le dernier boulon. On entendit un cri. C'était l'un d'entre nous qui venait de mourir d'émotion. La machine aura tué jusqu'au dernier jour. Au milieu des années 50, un géographe, Gilles Sauter, plonge dans les archives du gouvernement général. D'après ses calculs minutieux, au total, 127 250 hommes et femmes ont été appelés à la construction du Congo-Océan. 15% d'entre eux étaient bel et bien des volontaires, mais tous les autres étaient ce qu'on appelait alors des recrutés, à savoir des travailleurs forcés. Il est impossible en revanche de connaître le nombre de victimes. Entre 17 000 et 23 000 ouvriers auraient trouvé la mort lors de la construction de la voie ferrée. Néanmoins, il est possible que le Congo-Océan ait fait bien plus de victimes. Les Africains qui sont morts dans leur village dévasté par les recrutements, ceux qui sont morts en fuyant les miliciens, ceux qui sont morts en travaillant dans le cadre de l'impôt sur le travail n'étaient pas comptés parmi les morts du chemin de fer, car ils n'étaient pas enregistrés comme des employés. Ceux qui, chargés du portage, disparaissaient dans la forêt, ou ceux qui succombaient en rentrant chez eux, ne font pas non plus partie des estimations des victimes de la construction du Congo-Océan. L'album du Congo-Océan, comme le discours d'Antonetti lors de l'inauguration en 1934, forge le récit national d'alors, faisant fi des polémiques. L'empire colonial est productif, instructif et apporte la civilisation dans des contrées lointaines. La voie ferrée est là,
en effet. Elle a nécessité 15 360 tonnes de rails, 10 millions de mètres cubes de terrassement, la construction de 2229 mètres de murs de soutènement, de 12 tunnels et de 172 ponts. Ces images ne témoignent jamais de la barbarie avec laquelle des sociétés ont été bouleversées pour participer à un chantier titanesque pour lequel rien n'était prêt. C'est curieux, il n'y a pas de photo d'eux. Pourquoi il n'y a pas de photo d'eux? Pourquoi il n'y a pas de photo d'eux? On devait quand même les montrer amaigris. On devait quand même le montrer en train de travailler. Pourquoi? Pourquoi c'est un album seulement là où on montre la forêt, le tunnel, mais on ne montre pas ceux qui travaillent dans ce tunnel? Pourquoi? Malgré les investissements, les difficultés et les souffrances considérables, le Congo-Océan n'a pas permis d'exploiter l'Afrique équatoriale, comme nombre de ses partisans l'avaient promis. Le train n'en est pas la cause. Ce sont les richesses espérées qui n'étaient pas au rendez-vous. Trop coûteux à entretenir, le tronçon qui traversait le Mayombe est depuis peu à l'abandon. Sous la terre, des charniers. En surface, des viaducs majestueux et des rails lisses qui, telle une blessure, serpentent au milieu de la forêt et dans la mémoire des hommes. Le chemin de fer qui a tué beaucoup de nos parents et beaucoup des expatriés, c'est celui-ci. Donc ça doit être un chemin de fer mémorandum. On doit s'en souvenir. L'État doit avoir un œil regardant sur ce vieux tracé-là, parce qu'il a coûté cher en vie humaine. Voyez, il a coûté cher. Le sang a coulé abondamment pour ouvrir cette route-là, pour franchir le Mayombe. Au cœur de la forêt, ce village apparu lors du chantier a été baptisé les Saras, en hommage aux travailleurs déportés du Tchad pour construire la voie ferrée. Il faudra attendre 1946 pour que la France abolisse le travail forcé. Sur le viaduc qui enjambe la rivière, il reste encore une trace de l'un des Saras, qui a posé son pied nu sur le ciment encore frais. En 1955, le poète martiniquais Aimé Césaire jette une note discordante dans l'écriture officielle de l'histoire qui n'est qu'oubli et seconde mort des victimes. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle des milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement et le désespoir.